je redis juste effectivement Mm. un tout petit mot mais effectivement lors lors du dernier atelier du 5 juillet, EVA nous a fait une présentation de la façon dont effectivement on pourrait attaquer ce projet. Donc ce projet, c'est vraiment la mesure de l'impact environnemental d'un nouveau concept point de vente, avec cette idée de définir des KPI et puis de définir des KPI à la fois de conception et de circularité, et ensuite de mettre en place un outil de calcul. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était que effectivement Jean-Baptiste voilà, et les personnes qui l'accompagnent puissent nous présenter l'outil qu'ils ont aujourd'hui. Et si je ne dis pas de bêtises, Jean-Baptiste, vous avez un outil qui a été customisé pour la construction et un autre plutôt pour le Popeye. Donc je ne sais pas lequel vous allez nous montrer, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de montrer comment fonctionnent ces outils-là. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, je suis avec Denis Hubert. Bonjour Denis, qui est Bonjour à notre. tous. Et important d'enregistrer, hein, je dis ça Ouais. pour Pauline. C'est Colline l'a fait, oui. Merci. Donc Vas-y, là, Jean-Baptiste. oui, parce que je te présente Denis, notre directeur informatique, et qui gère une équipe d'une douzaine de développeurs, même plutôt une quinzaine. Et en fait, on a développé il y a 2 ans une plateforme qui est utilisée de plus en plus sur différents secteurs industriels ou segments de marché. Donc, par exemple, on sera demain et après-demain à Cosmétique 360 au Carrousel du Louvre pour le secteur cosmétique. Et on présente notre déclinaison de A-Score ou A-Score, ça dépend, un score, le score A, qui est un outil d'ACV et d'éco-conception avec des modules qui sont en train d'arriver. Enfin, c'est toutes les fonctions qu'on a développées depuis 15 ans chez EVA. Hein. C'est l'empreinte sociale des produits, c'est le pilotage de l'éco-conception. Parce que comme on utilise des outils depuis des années, il y a 2 ans, même bientôt 3 ans, on a lancé ce projet. Et donc, ce projet a une ramification PLV, mais c'est spécifique avec Popeye, puisque on a une version pour les fabricants de PLV. Mais dans le socle, on sait déjà faire ça aussi, parce qu'on a une version pour le packaging et pour les produits, avec que ce soit de l'agro, la cosmétique, les textiles. Et à chaque fois, on a ce qui est en train d'apparaître, c'est des landing pages avec des équipes dédiées. Bon, aujourd'hui, on est 120 personnes, mais c'est pas du clonage, on fait pas tous la même chose, on est par secteur. Et aujourd'hui, donc, on discute de vos attentes, qui sont de faire une empreinte carbone, mais qui peut aussi être ACV. Il suffit de faire l'un ou l'autre. C'est les mêmes données. Donc, derrière, on peut sortir le carbone ou l'ACV complète, avec des indicateurs de circularité qu'on pourra remontrer tout à l'heure s'il faut, et montrer la plateforme, le cœur qu'on a de plateforme, ce qu'on a fait d'habitude avec d'autres clients. Alors, on l'a fait aussi en collectif pour le syndicat de la plasturgie. On l'a adapté pour tous les plasturgistes, par exemple. On a parlé de Popeye. On l'adapte aussi dans le groupe LVMH pour toutes les maisons de parfums. Donc, c'est un collectif avec Dior, Guerlain, Bulgari, etc. Voilà, et avec vous, ce qu'on peut faire, c'est partir de ce cœur qu'on a, et on ferait 1 ou 2 projets pilotes, et ça veut dire qu'au bout de quelques mois, on a l'interface qui va bien pour votre besoin, qu'il faut encore un petit peu préciser. On a compris déjà dans les grandes lignes, mais voilà, ce qu'on peut montrer aujourd'hui, c'est ce cœur de plateforme. Si je peux passer la main à Denis. Oui. Et puis, on va essayer d'être efficace, comme ça, on peut un petit peu échanger, parce qu'à 9h30, vous devez, à 10h, vous enchaînez sur la suite de votre réunion. C'est bien ça? Oui, absolument. OK. Sinon, je vais partager rapidement mon écran. Hop. Alors. Je vois qu'on a Valérie Couderas, on se connaît pas, vous êtes chez Sephora. Donc, nous, on travaille bonjour. Bonjour. On travaille avec Sephora, plutôt avec Ludovic Guinet, sur le développement des produits à marque Sephora, sur les coffrets promotionnels. Et c'est bien, Sephora est aussi intégré dans la plateforme Edibox de LVMH. Tout à fait. Qui la intègre, marque Sephora Collection, oui. C'est ça. Avec qui et donc, ils sont utilisateurs de notre plateforme là, que vous allez voir là, mais sur la partie packaging et. Oui, sur la partie de la marque. Et voilà. On n'a pas l'image encore pour l'instant. Non, parce qu'attends, il faut que. Ah ouais, j'ai tellement de sécurité sur mon ordi.
je fasse juste une petite modif que j'autorise. Alors, autoriser. Tac, 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 tac. Jean-Baptiste, excusez-moi, est-ce que je peux me permettre? Du coup, moi, c'est Marine Fortin, je travaille pour le groupe L'Occitane, et notamment la marque L'Occitane en Provence. Et du coup, je voulais savoir aussi si vous travaillez déjà avec quelqu'un de chez nous ou non. Oui. D'accord. Ouais. Et j'ai pas le nom pour ce qui me concerne. Ça va être l'équipe C'est cosmétique en l'équipe l'occurrence. packaging aussi ou c'est quel secteur du coup? Au départ, on n'était que sur le pack et en fait, on est passé pack et formule. Donc, D'accord. c'est pour ça que ça a changé d'équipe, je pense, il y a quelques mois. Ok. Euh, Peut-être Stéphane et, Guillonnet éventuellement sur tout ce qui est pack, peut-être. Ok, parce que nous, du et coup, là- il y a d'autres personnes de mon équipe, on est plutôt sur la partie concept, donc architecture. ah oui, bien sûr. Voilà, Mm. donc ça va être intéressant pour nous de voir ce que vous allez proposer. Ok. Bah, aujourd'hui, on est vraiment sur la partie architecture. Ça peut aller d'un magasin complet, d'un espace de vente plus restreint, d'aménagement ou de neuf. C'est ça l'idée. Et il y a une continuité avec certaines PLV qui Oui, c'est sont ce que plutôt des j'entendais. meubles. Et puis, on peut redescendre plus au niveau après de la granulométrie du produit. Mais là, on prend le sujet par un bout, donc plutôt par le côté construction. Bah, parfait pour nous alors. C'est vraiment ça l'objet. Euh, Merci Désolé, pour votre réponse. ça va être encore 5 minutes le temps que... Parce que je n'accepte pas tout ce qui est Zoom. Alors, je suis désolé, il faut que je libère toutes les... Tac, Zoom, Zoom, Zoom. et si tu navigues sur un autre navigateur, mais qu'ensuite en partageant l'écran, Non, non, c'est non, ça bon. ira pas. C'est bon. Tac. Très bien. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Sinon, toi, tu peux peut-être l'ouvrir et je vous guide. Et puis, dès que j'ai... À ce moment-là, je prends le lien dans Mattermost. Je suis obligé de quitter et de revenir dans la réunion. Voilà. Bon, très bien. Est-ce que vous pouvez faire un rapide tour de table pour nous dire quelles sont les enseignes présentes aujourd'hui? C'est possible? À la volée, comme ça C'est bon, j'arrive. Bon, alors, ce sera à la fin, alors. Voilà. Tour de table final. Voilà. Désolé, mais c'est une de mes spécificités. Je suis responsable de la sécurité, donc de ce fait, moi de mon côté aussi. Voilà. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Vous voyez la plateforme. Donc, comme disait Jean-Baptiste, la plateforme Ascore a été développée pour répondre depuis 9 ans. Moi, je suis chez VH, j'ai réalisé un certain nombre d'outils dans l'éco-conception, l'accompagnement. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une certaine synergie et on pouvait agréger un certain nombre de fonctionnalités au sein d'une même plateforme pour plusieurs secteurs. Donc, on a le secteur agro, la cosmétique, la PLV, l'assemblage, la détergence, etc. Et donc, on pourrait très bien l'ouvrir au jour d'aujourd'hui un module qui s'appellerait agencement ou architecture ou autre, et donc qui correspondrait plus au niveau terminologie, à votre activité. Donc là, je me suis amusé ce matin à travailler avec le module PLV. Donc, le module PLV, on travaille avec donc des points de vente, par exemple, ou autres, ou même un test PLV directement. Je vais aller vite puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais simplement pour vous montrer que c'est simple d'utilisation. Donc, en fin de compte, on crée un système, par exemple un point de vente, avec, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un plateau avec un plateau niveau 2. Et ce plateau, il va être constitué de matériaux, il va être constitué de procédés. Donc, ça peut être des panneaux agglomérés,
Ensuite, on peut mettre de la moquette, on peut mettre des composants électroniques, électriques, etc. On peut faire d'autres procédés, donc ça peut être du revêtement, ça peut être de la peinture, ça peut être tout ce qu'on veut. Notre système est basé sur des données principalement qui sont des données venant de la base EcoInvent, mais aussi des données que nous, EVA, on a pu constituer au fil du temps. Donc, vous pouvez aussi en bénéficier. Et cette plateforme aussi est capable de recevoir des données spécifiques inhérentes à votre secteur. Et à ce moment-là, on intègre directement les facteurs d'impact qui sont afférents à cette nouvelle donnée. Donc, c'est une plateforme extrêmement modulable, tant sur les produits sur lesquels on peut modéliser que sur les données sur lesquelles on va travailler pour calculer les impacts. Je vais assez vite. Excusez-moi, c'est Oui. Valérie pour Sephora. Est-ce qu'on peut considérer que cette plateforme est une plateforme d'éco-conception? Alors, on peut effectivement considérer que c'est une plateforme d'éco-conception dans le sens où vous pouvez soit, par exemple, travailler sur un produit que vous commercialisez, vous modélisez ce produit au sein de la plateforme, vous le dupliquez et à ce moment-là, vous allez travailler dessus en changeant soit les matériaux, mettre du matériau recyclé, du matériau biosourcé, changer les procédés, changer le mix électrique, changer le procédé d'approvisionnement. Vous pouvez changer absolument toute votre modélisation et ensuite vous faites des comparaisons entre les deux et vous pouvez avoir des pistes d'éco-conception. Alors, au jour d'aujourd'hui, ces pistes elles vont se situer surtout par rapport à un comparatif d'impact, soit sur le CO2, soit sur le score unique. Ça, on pourrait revenir après sur l'explication de ces deux mesures. Mais au jour d'aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, la plateforme Ascore a été utilisée pour le groupe EVMH. Oui. Et pour le groupe EVMH, on a étendu cette partie, je dirais, impact strict environnemental à des KPI, c'est-à-dire le taux de plastique, le taux de biosourcé, le taux de recyclé, le pourcentage de poids, le type de matériaux qui sont utilisés, etc. Et tout ça est remonté de votre modélisation avec des KPI derrière. Est-ce qu'on peut le voir là, je suis impatient de voir un peu un graphe. On verrait l'éco-conception parce qu'on verrait un graphe d'impact sur une solution. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un graphe. Alors, j'ai pas voilà le graphe par rapport à ma modélisation du point de vente. Donc, on retrouve, je dirais, les 16 indicateurs sur lesquels on travaille, puisque c'est la méthode PEF. Et ici, on peut, c'est plus intéressant sur le changement climatique, on a ici la répartition sur mes différents composants de l'impact CO2 sur ma modélisation. C'est le même principe, si on fait la comparaison, on aura justement la différence entre mes deux PLV, par exemple. Si ici, je fais comparaison, je vais comparer celle-là, je compare. Alors, c'est un peu long parce que là, vous êtes sur le serveur de démo, donc il n'est pas optimisé. Donc là, on a notre test PLV et notre point de vente qu'on avait tout à l'heure. On peut voir les différences entre les deux. On a un graphe avec la contribution au score unique. Et on va étoffer parce que c'est pas assez significatif. On va étoffer avec une comparaison sur les KPI. Et donc ça sera des KPI. Les KPI qui ont été sélectionnés, qui vont être d'ici la fin du mois, c'est principalement le biosourcé, le recyclé, le recyclable, l'impact massique et le taux d'utilisation aussi, notamment dans la PLV. Oui, et puis dans votre cas, ce serait aussi taguer ce qui est recyclé, mais ça, ce sera facile, mais c'est surtout ce qui est réutilisé ou réemployé. Oui, tout à fait. Ouais. Dans ici nos composants, on a on a des ici, bibliothèques. Voilà, là, on est dans la bibliothèque. C'est-à-dire que on a le nombre de réutilisations aussi de vos plateaux, c'est-à-dire que
Alors, je ne connais pas trop votre métier, mais si vous avez, parce qu'on a commencé directement par l'outil, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de renseignements avant pour essayer de coller la démonstration un peu à votre activité, mais on a effectivement le nombre de réutilisations potentielles. On a dans les scénarios d'usage la possibilité sur mon point de vente de déterminer la durée de vie, le nombre de jours de fonctionnement, le nombre d'heures, par exemple, la puissance en kilowatts que vous allez utiliser et le mix électrique de la distribution. Alors ça, c'est adapté parce qu'il faut savoir si on s'arrête à la livraison du chantier ou si on va jusqu'à l'exploitation de l'espace de vente, ce qui est au départ, ce n'était pas forcément votre besoin dans le premier meeting qu'on avait fait. Mais c'est ça qu'on peut très bien, voilà, il faut voir où est-ce qu'on met le curseur entre le calcul d'impact et d'indicateur de circularité jusqu'à la livraison de l'espace de vente, ou si on va plus loin sur l'exploitation. Ça, c'est important, effectivement, Jean-Baptiste, parce que la dernière fois, ce qu'on dit, les enseignes qui étaient présentes, c'était que tout ce qui était exploitation à travers le suivi des factures énergétiques, en gros, ils pilotaient ça assez bien. Et que là où il y avait un angle mort, c'était vraiment dans cette partie conception, notamment sur les matériaux, etc. Mais c'est vrai que sur un ancien point de vente et entre deux concept point de vente, il va y avoir effectivement les choix, notamment d'éclairage et tout qu'on va faire, ils sont très importants. Donc, il faut quand même, quand bien même après on pilote si dans notre conception à un moment on intègre, je sais pas, des partis pris digitaux et d'éclairage qui font que de toute façon notre consommation elle sera plus élevée que la précédente, c'est quand même quelque chose, je pense qu'il faut piloter dès la conception du point de vente. Oui, parce que vous pouvez aussi avoir une autre problématique qui peut exister. Votre point de vente, suivant la région ou le pays ou le continent sur lequel vous allez l'installer, par exemple, le mix électrique va être complètement différent et donc son impact va être complètement différent et ça peut jouer sur le global de votre modélisation. Donc, c'est important. Est-ce que vous avez déjà des questions, et aussi pour aborder la manière d'avancer si on poursuit Moi, j'aimerais bien revoir un exemple aussi, par exemple, sur ce qui sort au niveau des matériaux, ce qui est mesuré au niveau des matériaux. Je ne sais pas. Si vous voulez, quand vous créez votre modélisation, là, j'ai pris par exemple mon composant plateau. Là, j'ai choisi des matériaux. J'ai choisi un panneau aggloméré. Je peux aussi choisir, alors suivant ma catégorie, si j'utilise par exemple du papier carton, j'ai un certain nombre de données à ma disposition. Donc, dans la version démo, c'est quand même assez réduit. Après, je dirais, on a l'avantage de pouvoir charger. Vous savez que sur la base de données EcoEvent, il y a plus de 15 000 produits, 15 000 process. Matière et process, ouais. Voilà, matière et process. Donc, après, il faut quand même faire une sélection. On ne va pas mettre les 15 000 données de EcoEvent dans l'outil, mais on va les sélectionner en fonction de vos besoins. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on prenait l'exemple de la démo, dans les papier carton, on a 6 données. On va les compléter par d'autres données, bien sûr, pour compléter. C'est pas assez suffisant. Donc, on peut compléter dans la limite des données existantes toutes les informations process que vous avez besoin. Si je prends du carton, après... Peut-être autre chose que du carton, parce qu'on ne va pas faire une boutique en carton. Donc, ça peut, une boutique éphémère. Oui, justement, l'Occitane en a fait une au Brésil. Ouais, tout à fait, même pas qu'au Brésil, effectivement, mais c'est vrai qu'on est déjà passé par là. Oui, tout à fait. Et je connais aussi un client qui a fait toute son expo en carton. Donc, faut pas, voilà. Mais voilà, donc on peut choisir ce qu'on veut, le format. On met la masse, par exemple, 700 grammes ou 799 grammes. On est sur des tonnes, sinon on peut mettre des tonnes pour fabriquer, ou des dizaines de kilos. En fait, l'idée aussi, c'est qu'on a en arrière-plan, on peut aussi utiliser la base de données INIES. Et ça, il faudrait voir auprès de vous. Si vous utilisez cette base de données d'impact, c'est des matériaux de construction. INIES, c'est toutes les FDES. C'est toutes les FDES qui sont calculées et qui sont mises en ligne dans une base de données qui s'appelle INIES.
C'est aussi des données qu'on peut intégrer parce que c'est celles qu'on utilise normalement dans le bâtiment. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous ou pas? Pour l'instant, ça vous dit rien? Nous, on travaille surtout avec les achats, en fait. C'est Christine Valentin à la Poste. Voilà, nous, sur les matériaux, etc., c'est sur les cahiers des charges, en fait, qu'on pose nos exigences, nos critères, nos questions RSE. Et voilà la manière dont nous, en fait, on fonctionne. Et c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être des algorithmes ou quelque chose pour passer tout ça à la moulinette, en fait. Partant de votre cahier des charges, on a des listes de matières et on a des opérations de chantier à partir desquelles on va chercher les données d'impact qui sont dans les bases de données disponibles. EcoInvent, c'est une base de données qui couvre tous les secteurs, mais pour le bâtiment en particulier, il y a une autre base de données qui est issue des fabricants, qui mettent en ligne des infos sur les impacts de leurs produits. Voilà, c'est ça dont je parlais, Ignace. Oui, la base Ignace, c'est la base de déclaration environnementale des matériaux de construction. Et sachant que tout ce qui est sauvegardé dans la base Ignace, donc les impacts des produits, sont in fine issus de calculs d'impact globaux qui viennent eux-mêmes de la base EcoInvent. Donc, en fin de compte, vous pouvez retrouver, c'est vrai, à travers Ascore, la possibilité de retracer un produit. La chose que je voulais vous montrer, c'est que donc quand vous choisissez un matériau, par exemple, on a ce KPI qui est intéressant, qui est savoir si ce matériau est recyclable et séparable. Donc voilà, donc on peut ajouter, comme on le souhaite, des informations complémentaires en fonction du secteur que va traiter Ascore. Et donc on pourrait actuellement, il n'y a pas de critères sur la circularité, mais ce sont des critères des KPI sur lesquels on pourrait travailler également. En fait, on a une matrice de critères qui existe pour Edibox dans le groupe LVMH, avec des indicateurs. Et c'est un module qu'on peut transposer en reprenant un certain nombre de critères qui sont les mêmes et en ajoutant les critères de circularité de type réemploi ou utilisation. Justement, j'avais une question. Quand on a Edibox, est-ce que ça ne fait pas un peu doublon? L'idée, c'est que ça se rejoigne si besoin, mais Edibox, on est vraiment sur les développeurs de packs de produits, et avec la formule aussi qui est optionnelle. Et quand on change d'échelle, on arrive sur l'espace de vente, on ne va pas avoir le même vocabulaire. Et puis, vous n'allez pas obligatoirement avoir les mêmes données non plus. Oui, parce qu'on a beaucoup de parachèvements pour l'emballage, on a beaucoup de matériaux techniques, alors que pour la construction, on en a d'autres. Mais par exemple, dans tout ce qui pourrait être agencement, point de vente, architecture, il y a toute la partie textile que vous n'avez pas, bien sûr, dans Edibox, par exemple. Mais on pourrait très bien envisager d'ajouter tout ce qui est surface, par exemple la moquette ou le lino ou le papier peint ou la peinture etc. Donc ça, c'est des données qui peuvent être ajoutées dans le module d'agencement, point de vente. Et donc on va là tabler sur aussi des unités de mesure qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de poids sur de la moquette, on va parler de mètre linéaire par exemple. Le mètre linéaire, alors on va l'impact, lui, va être recalculé en poids, bien entendu, puisqu'on vous demandera par exemple la largeur et la densité de la moquette, mais on parlera plus pour l'utilisateur de mètre linéaire par exemple. Ou pour la peinture, soit on va parler en kilos, soit on va parler en surface. D'accord, merci. On avait une question qu'on avait posée à Philippe, c'est de savoir s'il y avait des chantiers qui démarraient, dans lesquels on aurait une posture d'observation et de définition du cahier des charges à partir de cette plateforme pour définir une nouvelle interface. Ça peut être une façon d'avancer. Parmi vous, avec des chantiers sur lesquels on a accès au cahier des charges que vous passez au niveau des achats.
Alors, moi, évidemment, en tant qu'agence de design, j'en ai plusieurs. Il faut que je regarde parce que j'en ai un ou deux qui sont avec des membres du collectif. Notamment, on en a en ce moment avec l'amie Kaline. Il faudrait voir si à un moment, ça peut démarrer. Il faut que je regarde les échéances. Voilà. Après, je l'ai avec d'autres clients, mais qui ne sont pas forcément des membres. Donc, ce n'est pas forcément pertinent. Je regarderai de mon côté et puis je vais laisser les membres répondre. Parce que dans ce cas-là, on peut faire une maquette. Peut-être que via Jocelyne, il faudra qu'on fasse et via Colline peut-être un petit questionnaire pour essayer de trouver effectivement des cas sur lesquels démarrer. Oui, tout à fait, oui. Je pense que il y a deux solutions. On pourrait très bien envisager le fait de mettre la plateforme, la fonction démo accessible pour quelques utilisateurs en créant un module d'agencement, par exemple, en plus de ce qui existe sur la PLV, c'est-à-dire qu'on mettrait l'agencement et la PLV, agencement point de vente, je ne sais pas si vous souhaitez l'appeler ainsi, et sur lequel vous pourriez déjà commencer à jouer façon bac à sable, et ça vous permettrait de déterminer les informations qui vous manquent, par exemple, et nous, ça nous permettrait, en fonction de votre retour, de voir comment on peut l'adapter, sachant que la partie KPI standard dans Ascore sera ajoutée d'ici la fin du mois, puisque on va rajouter les 4 ou 5 KPI dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ça va rejoindre un petit peu votre demande aussi, et voir les KPI qui manqueraient, ceux qui sont indispensables pour vous et qui ne sont pas existants au jour d'aujourd'hui. C'est une possibilité. C'est une bonne idée de travailler à partir d'une base et du coup de collecter les besoins à partir de cette base. Oui, très bonne idée. Ce qu'il faut maintenant, de toute façon, entre EVA et Génération Responsable, c'est que Denis et Jean-Baptiste, vous nous proposiez une méthode, un budget, et puis qu'ensuite, Jocelyne, avec les membres, on s'accorde sur la méthodologie, puis on engage le budget. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Donc, il faut de toute façon que, au-delà de ce point d'aujourd'hui, qui permet de voir un peu comment fonctionne l'outil, ce qui est hyper intéressant, maintenant que voilà, on ait cette discussion budgétaire et méthodologique, voilà combien de temps ça prend, et puis effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, si on embarque des chantiers qui doivent démarrer, voilà, quels sont les membres qui ont des chantiers qui démarrent et qui sont prêts à jouer le jeu pour qu'on construise ce module plus agencement, plus architecture d'intérieur que l'outil existant. Alors là, oui, je vous laisse. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'opération, elle est assez simple, soit d'utiliser vous-même l'outil aussi, mais ça dépend si vous avez des ressources et du temps, dans un mode bac à sable, mais aussi tout simplement de transmettre des listes de matières et d'opérations. Par exemple, je fais une dépose de cloisons, je pose des nouvelles cloisons, voilà les cloisons que je vais poser. Je vais isoler un espace de vente, donc je vais utiliser tel et tel isolant. En fait, c'est normalement des choses que vous avez. Donc, il s'agit juste de nous transmettre dans le temps le cahier des charges qui commence par des définitions assez larges de fonctionnels. Liste de matière et de procédés, oui. Et puis après, on arrive plus précisément, parce que si on sait par exemple que l'isolation, c'est du chanvre ou c'est de la fibre de bois, un peu plus tard dans le projet, on saura de quelle référence il s'agit. Mais nous, comme ça, on peut suivre la définition du projet en mode conception. Hein. Et donc, on voit les impacts qui évoluent et ça aide à la décision en cours de projet pour dire, mais finalement, je peux peut-être faire une alternative dans la façon d'isoler ou dans la façon d'éclairer. Donc, on est vraiment en phase conception et ça, la tâche, c'est de nous transmettre les informations telles qu'elles sont dans la vraie vie, parce que finalement,
on va mettre en place quelque chose qui doit être vraiment opérationnel. Donc, dans un premier temps, on va ressaisir des listes. Hein. Nous, on va rentrer des matières et des process. Mais ce qu'on fait avec ce type d'outil, c'est qu'on fait des modules d'import. C'est-à-dire que quand ce sera fonctionnel, normalement, vous aurez des listes. Ça passe dans Excel et c'est importé dans l'outil. Comme ça, il n'y a pas de saisie à faire à la main. Est-ce que les fournisseurs de matériaux, est-ce que c'est potentiellement envisageable que du coup, ils transmettent eux-mêmes les informations sur leurs matériaux pour que ce soit plus facile dans la comparaison et qu'il n'y ait pas un travail manuel à faire? Oui, ça peut éviter le travail manuel. La difficulté, c'est de donner accès à l'outil à des personnes un peu en ordre dispersé. Mais ils enverraient plutôt une info qu'on uploaderait dans l'outil, mais on peut être en relation avec eux. Ça, c'est tout à fait intéressant. Là, quand vous parlez d'informations fournisseurs, vous êtes dans des informations qui sont sur les composants que les fournisseurs, par exemple, si vous achetez quelque chose et votre fournisseur, c'est l'ensemble des composants avec leur impact que vous souhaitez ou c'est simplement… Si on achète de l'isolant en général, il y a plusieurs composants, donc voilà. D'accord. Plutôt que de demander aux acheteurs. Oui, bien sûr. Oui, on peut être en relation avec le fournisseur. Normalement, vous avez des documents techniques qui vous disent la nature de l'isolant. Si c'est un revêtement, alors on travaille beaucoup avec les revêtements de sol, nous les tarquettes, les gerflores. Il suffit pas de dire que c'est un élastomère. Il faut qu'on sache si c'est un polyuréthane, si c'est un élastomère d'origine recyclée. Et ça, normalement, vous l'avez, parce que vous avez les spécifications techniques. Mais le fournisseur peut aussi documenter lui-même. Ok. Par contre, on peut pas. En fait, on pourrait même travailler plus en amont avec des architectes et avec des concepteurs d'espace pour faire un devis environnemental en même temps que le devis de coût. Ça peut être encore plus intéressant. Où là, on peut vraiment challenger des principes constructifs. Mes ouvertures, tiens, je vais mettre un peu de lumière ou pas. Ça, ce sera vraiment l'idéal, c'est de travailler en amont. Et sinon, on peut descendre jusqu'à la fin du projet, où à la fin, on a la liste de tout ce qui est entré dans l'espace de vente et toutes les opérations qui ont été menées. Parfait. Ouais, donc ce qui serait pas mal, Jean-Baptiste et Jocelyne, c'est qu'à un moment, on puisse échanger tous les trois sur une méthodologie, un timing, un budget, pour voir comment, voilà, après, comment, Jocelyne, vous souhaitez qu'on avance avec les membres, comment tout ça s'organise. Ouais. Si on peut faire ça dans les 3 semaines qui viennent, ce serait bien. Ça nous permet effectivement de faire une proposition aux membres de façon individuelle après. Et ça nous permet de revenir en atelier, faire cette proposition globale à l'ensemble des membres, deuxième quinzaine de novembre, par exemple, pour pouvoir débuter en début d'année ces travaux. Est-ce que ça vous paraît possible, Jean-Baptiste et Denis? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, on peut déterminer la méthodologie, le timing, le budget, en discuter ensemble et voir comment on le met en place. Oui, il n'y a pas de… Est-ce que vous pensez, là on est le 11, vous pensez que, je ne sais pas, fin de semaine prochaine ou début de la suivante, aux alentours du 20 ou 25 octobre, on pourrait se refaire un point? Avec cette fois-ci ces éléments de budget de méthode. Oui, méthodo, budget, timing. Oui, je pense qu'il n'y a pas de… Oui. Vous nous envoyez des dates à Philippe Colissat, proposition de date sur cette période-là, et puis comme ça, on va mettre ça assez rapidement, et ça nous permettra de venir vers les enseignes tout début novembre et de pouvoir organiser ce prochain atelier pour pouvoir inscrire les membres intéressés. D'accord. Quelque chose qui peut intéresser les membres pour s'impliquer dans une démarche un peu expérimentale au départ, c'est si vous faites aussi un bilan carbone de vos espaces de vente, boutiques, magasins. Vous avez aussi là l'obligation quelque part de renseigner des matières pour les infrastructures. Bon, ça peut être le cas chez certains d'entre vous. Et là, c'est compatible.
La compatibilité, elle va être dans l'idée de récupérer ou une fois qu'on a fait le bilan avec notre outil, de l'extraire, on a les impacts CO2 et ça servira pour un bilan carbone de la partie infrastructure. Vous savez, hein, on calcule, on dit si c'est du béton, de l'acier, puis on amortit sur une durée qui peut être de 20 ans ou 30 ans, jusqu'à 50 ans pour les bâtiments. Ouais. Donc ça peut susciter votre intérêt chez certains d'entre vous si vous êtes déjà dans ces démarches de bilan carbone d'espace de vente. Justement, je voulais me permettre, c'est que nous, l'Occitane, on est déjà hyper là-dedans. En fait, ça fait des années qu'on parle d'éco-conception déjà et qu'on a vraiment un œil sur la manière dont on produit. Je pense que c'est hyper intéressant pour nous. Néanmoins, on intègre le sujet là que maintenant. Donc, j'ai juste peur, vu pareil que la Poste, nous, on travaille avec les achats en direct. Donc, à voir, en fait, il faudrait déjà qu'on arrive à interroger nos achats pour comprendre, eux, si déjà ils ne travaillent pas avec certains types de plateformes. Si c'est déjà le cas, voilà, est-ce que nous, il y a un intérêt qu'on fasse ça séparément ou voilà, s'il y a un intérêt pour nous de faire cet exercice séparément en dehors des achats et de faire ça sur des boutiques tests. D'ailleurs, est-ce que c'est forcément sur des points de vente qui vont ouvrir ou est-ce que ça peut être fait d'ailleurs sur des points de vente qui ont déjà ouvert? C'était une option. Ouais, ça peut être fait sur les deux, je pense que c'est intéressant. Ah oui, parce que sur un dossier fini, complet de ce qui a déjà ouvert, là, on voit sur pièce tous les éléments et ils sont. Ouais. D'accord, nous on trouve ça super intéressant. Il faudrait juste qu'on voit en interne, voilà, s'il n'y a pas déjà des démarches qui sont faites de la même manière, en fait, qu'on ne duplique pas les trucs. Et puis après, je ne sais pas du coup vers qui on peut revenir si jamais ça nous intéresse, si c'est directement vers vous, EVA, ou si c'est plutôt sur le module de formation. Je ne me rends pas trop compte, mais voilà, en tout cas, nous, ça pourrait nous intéresser, effectivement. Vers nous, soit Colline, soit moi. Vers vous. Ok, Jocelyne, ça marche. Ouais. Ok, merci pour la clarification parce que c'était pas très clair pour nous, mais maintenant ça l'est. C'est bon. Ok, merci. Je confirme. Ouais. Parfait. Un grand merci à EVA pour. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Et donc, Jean-Baptiste et Denis, vous revenez vers nous avec une date pour qu'on puisse échanger avec Jocelyne tous les trois sur effectivement méthodo-budget, comment on fait tout ça. Et voilà, si possible, le 25 octobre serait génial. Ah oui, bien sûr. Très bien. De fixer une date sur la deuxième quinzaine de novembre pour les enseignes. D'accord, donc d'ici le 25 octobre, il faut qu'on se rencontre, on refasse une réunion. En visio ou en présentiel, comme vous voulez, mais je pense visio, c'est très bien, parce qu'entre Nantes, Paris et Cannes, pour Jocelyne, c'est pas mal. Et 3 aussi pour moi, parce que moi, je suis à 3. Voilà, donc la visio sera certainement le moyen le plus écologique de se reparler. Super. Merci beaucoup de votre écoute et des questions aussi. On avance. Merci bien. Merci à vous. Bonne réunion. À bientôt. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Et donc maintenant, c'est Suneido qui prend le relais, je crois. Alors, je pense que c'est Serge qui est là. Oui, bonjour à toutes, à tous. Et Margot est avec moi aussi pour m'aider à répondre à vos questions. D'accord. Donc là, on était plus sur votre présentation d'étude qui a été réalisée en 2021, c'est ça? C'est ça, Jocelyne, oui. Financée par l'ADEME et par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et c'était intéressant, effectivement, que vous fassiez cette présentation dans le cadre de cet atelier pour voir s'il y avait des synergies ou des croisements possibles avec donc un état des lieux de la problématique des agencements, cette fois éphémères, et économie circulaire, bien évidemment. Merci à tous les deux d'être là. On vous cède la parole. Merci à toi, Jocelyne, pour l'invitation. Merci, Philippe, aussi pour l'organisation. Donc, ce qu'on se propose de faire là aujourd'hui, c'est de dialoguer avec vous autour de deux grandes parties. Donc, la première, on va rapidement vous montrer les résultats qualitatifs de l'étude qu'on a menée en 2021 sur l'allongement de durée de vie des agencements éphémères, alors qui concerne aussi bien le commerce que l'événementiel. Donc, c'était sur ces deux usages, ces deux secteurs. Et puis, dans une deuxième partie, comme l'ADEME a souhaité évidemment qu'on ne s'arrête pas à cette étude, c'est de vous faire une proposition pour lancer un pilote, donc un pilote territorial, en l'occurrence en Bourgogne-Franche-Comté,
région sur laquelle on doit pouvoir aussi compter sur une participation, notamment de l'ADEME et aussi de la région. On va vous expliquer tout ça. Je vais partager mon écran. C'est bon, tout le monde voit? Très bien. OK. Alors, donc, les conclusions de l'étude, c'est une étude de préfiguration en vue d'évaluer le réalisme ou les besoins de création de ce qu'on pourrait appeler une filière d'allongement de durée de vie des agencements immobiliers à usage éphémère. Donc, on a commencé dès le départ par réunir donc différents experts pour créer un écosystème d'acteurs qui pourraient soutenir l'initiative et participer à l'étude. Donc voilà, il y avait évidemment il y avait l'ADEME, il y avait l'AER, Atelier Panel, donc c'est un fabricant d'agencement. CEDD, c'est l'une des rares entreprises spécialisées en éco-conception en région Bourgogne-Franche-Comté. On voulait aussi associer l'économie sociale et solidaire donc aux éventuels process. Donc on a travaillé aussi avec le groupe Envie. Et puis après, différents acteurs, au Bonheur des Chutes, il y avait la région, il y avait différentes fédérations aussi. Sur le plan plus national, on a aussi activé certaines relations avec des entreprises, cette fois un petit peu plus diversifiées et plus nationales. Donc, évidemment, il y avait Market Value qui a contribué au même titre que certaines enseignes. On pense à Nespresso. Il y a les canaux. On a aussi pu compter sur des contributions de Valdelia, de l'Unimev. On a eu aussi des échanges avec Truffaut. On avait créé un comité de pilotage dans lequel on avait intégré donc le représentant de l'économie circulaire, donc le groupe Envie. Voilà, et toute cette étude a donc été conçue, menée et pilotée par notre cabinet. Voilà pour le contexte partenarial. Donc le cadre général, l'objectif était d'évaluer la faisabilité de création et de développement d'une nouvelle filière. Alors c'était en BFC, centrée sur l'allongement de durée de vie par le réemploi et la réutilisation du mobilier d'agencement à usage éphémère issu des deux secteurs, donc comme je le disais tout à l'heure, événementiel et commerce. Les objectifs un petit peu plus segmentés, c'était d'une part de décrire un modèle vertueux le plus réaliste possible qui permettrait d'engager concrètement des solutions, des pratiques et une dynamique d'allongement de durée de vie de ces mobiliers éphémères et réunir une représentation complète des métiers et des expertises requis par la chaîne de valeur d'un modèle qui serait ainsi proposé. Donc, en termes de méthodologie, ce qu'on a fait, c'est on s'est essentiellement focalisé sur des analyses bibliographiques, donc des données secondaires, un recueil d'informations stratégiques, techniques et opérationnelles auprès de nos partenaires. Il y avait quand même pas mal de choses qui étaient disponibles. Donc, on a pu compulser, synthétiser tout ça. Des entretiens téléphoniques et des ateliers de concertation et d'intelligence collective avec nos partenaires. Donc, il y avait des partenaires au départ, il y en a qui nous ont rejoints un petit peu plus tard. Donc, ça nous a permis aussi de construire de manière itérative et des décryptages, synthèses et analyses stratégiques qu'on a menés nous-mêmes donc au sein du cabinet en nous appuyant sur ces différents échanges, sur ces différentes recherches. Donc les conclusions de l'étude, donc en termes de pratiques courantes de conception et d'approche économique dans l'événementiel et dans le commerce, on n'a pas de priorité au réemploi, c'est ce qu'on a pu constater. En tout cas en 2021, on est en 2022, les choses ont peut-être évolué, mais en tout cas en 2021, c'était pas vraiment significatif. Et peu d'acteurs, je rappelle qu'on parle exclusivement de ce qui est éphémère, hein, des agencements et des mobiliers éphémères. Donc peu d'acteurs de ces deux secteurs semblent engagés dans la dynamique d'éco-conception, réemploi, en tout cas en région Bourgogne-Franche-Comté, c'était quand même le terrain d'expérimentation, et ça le reste aujourd'hui, hein, à travers ce dont on parle. Des opportunités identifiées qui rendent toutefois réaliste la mise en œuvre d'un nouveau modèle, donc plus vertueux, avec des acteurs traditionnels prêts à intégrer, promouvoir, proposer éco-conception et des prestations de réemploi à leurs clients, la disponibilité de solutions et d'offres techniques innovantes, abouties, opérationnelles, donc cette fois-ci à l'échelle nationale, hein, on en a repéré pas mal, et une vraie prise de conscience des acheteurs en regard de la RSO et des acteurs publics et privés en général. Donc il y a une volonté quand même qui émerge, des solutions qui existent, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à nous dire qu'il y a certainement des choses à faire.
Donc, pour continuer sur ces conclusions, donc pas mal d'organisations sont impliquées. La plupart, autour de cette étude, ont motivé et exprimé leur engagement dans une future mise en œuvre d'expérimentation, dans la promotion et le développement d'une telle filière dans les territoires. Modèle présumé de cette future filière fondée sur le parti pris de la modularité des produits d'agencement éphémère. Ça, c'est important. À travers deux voies possibles, complémentaires et intégrées dans la même proposition de valeur, il y a l'allocation d'une part et les conceptions personnalisables d'autre part. En mélangeant les deux, on doit pouvoir trouver des solutions qui vont convenir à la plupart des opérateurs et des utilisateurs de mobilier et d'agencement éphémère. Donc, le montage et le déploiement de ces offres vertueuses reposent sur l'activation de nouvelles chaînes de valeur co-construites avec des partenaires qu'on a déjà mobilisés, que vous avez vus, ainsi que, évidemment, sur une communication. Voilà pour l'étude. On a ensuite, voilà pour les conclusions plutôt. Ensuite, on a préconisé, évidemment, à l'ADEME et à la région différentes pistes. Donc, mise en œuvre d'une phase d'expérimentation qui valide à la fois la démarche et le parti pris de la modularité, de l'éco-conception et de la planification. Donc, avec en ligne de mire, évidemment, cet objectif primaire qui est l'allongement de durée de vie. Alors, en intra ou en intersectoriel, hein, évidemment, puisqu'on peut parler aussi bien de réemploi que de réusage, que de réutilisation. Soutien du groupement préconstitué, donc couvrant la totalité de la chaîne de valeur requise. Alors, le soutien, effectivement, on va en reparler, c'est un soutien par les collectivités territoriales et par l'État sur des initiatives qui, au départ, viseront essentiellement à faire des choses opérationnelles, donc des pilotes. Et la constitution, commercialisation et promotion d'une première offre collective dans le sens du développement d'une filière durable dans les secteurs événementiels et commerce éphémère. Donc, toujours avec l'idée de commencer par faire des choses très, très concrètement au niveau territorial avec des pilotes. Les préconisations stratégiques, donc voilà, les orientations, c'est location d'éléments modulaires, fabrication et vente d'éléments d'agencement personnalisables et co-conçus dans la trajectoire de vie et planifiée en amont, quelle que soit la trajectoire, hein, d'ailleurs, encore une fois, réemploi ou réusage, intra ou intersectoriel, exigence des circuits courts, implémentation de solutions digitales pour créer un maillage régional de matériothèques et de places de marché, valorisation des offres et du modèle vertueux mis en place par l'information et la communication partenariale, publique et privée, comme point d'ancrage d'une stratégie d'évangélisation régionale adressant les secteurs considérés, et proposition et développement de programmes d'accompagnement des acheteurs, donc pour coller aux besoins et aux volontés. Voilà, en fait, j'ai fait vite parce que je sais que le temps nous est compté et il est précieux pour chacun et chacune d'entre vous. Ça, c'est pour l'étude. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général sur cette étude avant qu'on passe, on va dire, aux choses concrètes de la proposition de mise en œuvre qu'on peut vous faire aujourd'hui? Non, c'est bon. C'est bon? On passe au concret alors. Alors, on y va. Donc, le projet pilote d'allongement de durée de vie des agencements éphémères du commerce. Alors, pourquoi en Bourgogne-Franche-Comté? Pas uniquement parce qu'on a fait l'étude là-bas et qu'on les aime bien. C'est aussi parce que il y a une vraie dynamique. En tout cas, l'ADEME nous attend, la région nous attend sur cette possibilité qu'on peut avoir de déployer déjà quelque chose de concret. Ça veut dire des agencements éphémères dont l'allongement de durée de vie est démontré d'une certaine manière dès le départ et le sera ensuite en phase opérationnelle. Donc, ce qu'on se propose, c'est de monter un projet en 4 phases, avec une première phase qu'on peut lancer quasiment dès aujourd'hui. Donc, c'est une phase mutualisée qui peut démarrer à la fin de l'année et qui consiste à constituer un référentiel d'éco-circularité des agencements éphémères et, dans le même temps, la réalisation d'un prototype zéro avec un affichage environnemental. On va y revenir un petit peu plus précisément après. Après, il y a 3 autres phases qu'on peut couvrir assez rapidement maintenant. Donc, la phase 2, c'est la réalisation d'agencements personnalisés pour chacune des enseignes participant au projet. Donc, avec soumission, cette fois-ci, de dossiers individuels de cofinancement par l'ADEME et la région. Donc, alors là, il y a une condition, évidemment. Si, par exemple, certains ou certaines d'entre vous veulent, à l'issue de la phase 1, monter des agencements éphémères pour les exploiter avec un cofinancement ADEME et région, la condition, c'est que la première exploitation de ces agencements
se fasse en région Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est assez logique. Après, ça n'empêche pas de faire tourner l'agencement, bien entendu, ailleurs, à l'échelle nationale, voire au-delà. La troisième phase, c'est la présentation officielle des agencements de chaque enseigne participante dans le cadre d'un événement du collectif. Donc, potentiellement Ensemble pour le climat, mais ça peut être aussi une opération ad hoc. Donc, pareil, on démarrerait en région Bourgogne-Franche-Comté, donc en présence des points de vente. Et puis, une quatrième phase, donc la première exploitation des agencements en point de vente avec rotation régionale et preuve de concept de circularité, donc menée cette fois-ci de manière individuelle. Donc, on va se focaliser peut-être un petit peu plus sur la phase 1, qui est la phase qu'on pourrait engager immédiatement. Donc, le référentiel, alors bien, de manière générale, ce référentiel, donc, qui serait une sorte de cahier des charges, qui serait le principal livrable de cette première phase, il serait bien entendu co-signé par les enseignes partenaires, par le collectif, l'ADEME, la région, et il sera évidemment, puisqu'il y aura des fonds publics qui auront été engagés pour sa réalisation, il sera accessible à tous et largement promu. Donc, dans un premier temps, effectivement, en BFC, puis ensuite à l'échelle nationale. Donc, cette opération devra aussi faire l'objet d'une campagne de communication du collectif et le référentiel sera aussi diffusé par les circuits traditionnels de génération responsable. Et enfin, il y a un déploiement du concept derrière, qui doit pouvoir se faire par les enseignes partenaires, puisqu'encore une fois, le but, c'est d'aller dans le concret, de faire les choses avec un référentiel, un cahier des charges, un prototype zéro, et ensuite des enseignes qui individuellement décideront d'aller plus loin et de réaliser des opérations en agencement éphémère dont la durée de vie est allongée. Donc, la co-construction du référentiel, donc avec réalisation d'un prototype zéro, on l'a dit, c'est la première étape. Il fait l'objet du présent appel à participation. Donc, l'objet est de définir les bonnes pratiques et de réaliser un tronc commun de cahier des charges pour les agencements éphémères du commerce sur la totalité de la chaîne. Donc, conception, design matériaux, fabrication, usage, montage, démontage, personnalisation, flux logistique, réutilisation, recyclage. Voilà. Tous les sujets, en fait, qui vont permettre de garantir non seulement un impact environnemental réduit, mais aussi un allongement de durée de vie bien structuré, vont être intégrés dans cette démarche. Donc, 3 livrables attendus. Le premier référentiel des agencements éphémères du commerce responsable. À notre connaissance, ça n'existe pas encore. Un cahier des charges et une mise au point technique détaillée en vue de la réalisation d'un agencement prototype zéro, considéré comme tronc commun aligné aux inputs des enseignes contributives. Et un plan d'exploitation de futurs agencements éco-conçus en conformité avec le référentiel. Un process, un calendrier de premier usage et de réemploi ultérieur préétabli avec les enseignes contributives. Donc, vous aurez compris que l'idée, c'est de fonctionner en intelligence collective avec un pool d'enseignes contributives et un pool d'experts dont on va reparler. La méthodologie, elle alterne de trois processus participatifs et itératifs. Donc, des sessions de qualification, de co-création, validation stratégique et opérationnelle. Donc, avec des opérateurs experts, les enseignes partenaires, le collectif, l'ADEME BFC, la direction de l'environnement à la région. Des travaux en chambre par chaque expert individuellement et des travaux collaboratifs entre les experts. Concernant la représentation des enseignes, sont impliqués dans ce processus les directions RSE des enseignes partenaires et au moins un point de vente de l'enseigne en région BFC qui sera le premier exploitant du premier agencement issu du référentiel. Donc, qui sera administrativement le futur porteur officiel vis-à-vis de l'ADEME et de la région. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera le seul exploitant, évidemment, puisque le but, c'est de faire tourner les agencements ainsi réalisés. Sont à prévoir quelques consultations des directions régionales, commerciales, marketing, communication et achat. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, dans cette méthodologie donc, qui laisse une large place à la co-construction, à l'intelligence collective, il va falloir mêler la RSE, le marketing, les usages, les budgets, les achats, de façon à faire quelque chose qui, dès l'amont, soit effectivement intégré en termes de problématiques et qui garantisse d'une certaine manière l'engagement et la fluidité en aval. Alors, l'écosystème projet, donc aujourd'hui, on a donc un fabricant qui est l'atelier Panel, qui est un fabricant implanté en région Bourgogne-Franche-Comté. C'est important aussi cet aspect régional puisque ça nous est logiquement et légitimement imposé par l'ADEME et par la région. Donc, qui serait le porteur de projet d'ailleurs de l'étude au sens administratif global vis-à-vis de l'ADEME, donc qui fabrique des agencements déjà.
Notre cabinet, donc en termes de montage du projet, on serait l'AMO, coordinateur, on assurait l'administration et l'intelligence collective, ainsi que l'approche marketing et communicationnelle. Le collectif, donc, qui est contributeur financier à travers vous, évidemment, organisateur de l'opération de valorisation région Bourgogne-Franche-Comté, représentation collégiale des enseignes engagées, donc encore une fois, vis-à-vis de l'ADEME, vis-à-vis de la région, et aussi avec un bon niveau de participation en processus d'intelligence collective. Et enfin, CEDD, qui est un éco-concepteur implanté en BFC, qui a extrêmement bonne réputation et qui serait donc le partenaire. Alors oui, j'ajoute qu'en termes de design aussi, un designer qui devrait être aussi sollicité parmi les équipes de l'atelier panel. Et partenaire institutionnel, j'en ai déjà parlé. Alors bon, comment il faut voir ça du point de vue des enseignes? Enfin, d'après nous, hein, ce qu'on vous invite à observer dans cette proposition, c'est qu'un tel projet peut vous permettre de faire valoir votre vision et attente dans la construction d'un référentiel qui est des charges sur la problématique de l'éphémère. Donc, ça sert clairement dans l'action et dans la preuve de progrès. Donc là, c'est véritablement aller jusqu'à la réalisation, l'exploitation, la preuve sur le terrain. Et là, on s'inscrit tout naturellement dans cette volonté stratégique du collectif d'aller, dans les années qui viennent, donner priorité à l'action, communiquer sur cette action collectivement et individuellement, co-signer le référentiel aux côtés de l'ADEME et de la région. Il sera donc disponible en open source diffusé à l'échelle nationale, hein, entre autres par le collectif, mais aussi par les institutions. Valoriser l'implication de chaque enseigne et le résultat obtenu au sein du rapport RSE de chacune d'entre elles, bénéficier collectivement d'un accompagnement d'experts, on les a vus, de la participation financière de l'ADEME et de la direction de l'environnement de la région, et être officiellement partie prenante de l'initiative et de l'activation territoriale d'un pilote exclusif, avec un déploiement et un rayonnement national derrière. Que dire de plus? Bon, ben voilà comment on peut monter cette opération. Donc, encore une fois, on se focalise là sur la phase 1. Je vous rappelle qu'il y en a 4, parce que la finalité, c'est pas uniquement de sortir un cahier des charges et un prototype zéro, mais c'est bien pour chacune d'entre vous, contributif, de pouvoir fabriquer quelque chose, le diffuser et d'en faire la preuve. Donc, montage du dossier institutionnel. Donc, votre contribution couvrira le montage du dossier institutionnel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on fait notre affaire à partir d'un budget minimum que vous pourriez réunir, donc à travers le collectif. Nous, on fait notre affaire d'aller chercher tout ce qui manque auprès de l'ADEME et de la région. La rédaction et restitution du référentiel, l'intelligence collective, le design, l'éco-conception, la coordination, l'administration, la réalisation du prototype zéro et l'étiquetage environnemental de ce même prototype. Donc, il est demandé en termes de budget minimum une participation d'environ 5 000 € pour 5 enseignes. Après, si on a plus, tant mieux, ça nous aidera parce qu'on ira demander moins à l'ADEME. Et ce sera compliqué de faire au-delà de 7 enseignes parce qu'après, bon, il faut aussi pouvoir gérer donc les process, l'intelligence collective, la co-construction. Donc, il ne faut pas qu'on soit non plus trop nombreux dans cette phase. Voilà. Et je ne crois pas que j'ai autre chose à ajouter. Ah oui, si, ça c'est important aussi. La phase 2, donc si vous vous en rappelez, la phase 2, ça consiste à les réaliser, ces agencements, mais cette fois-ci par chaque enseigne, hein, individuellement, sur la base du référentiel, du cahier des charges et du prototype zéro. Donc là encore, le financement peut être partiellement assuré par la région et par l'ADEME. Donc dans la fabrication même de votre propre agencement éphémère, et le chiffrage de chaque agencement sera assuré, bien entendu, individuellement par atelier panel en amont. Voilà, puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre cabinet se proposera dans cette phase-là et cette fois-ci de le faire gracieusement en amont, de vous aider à monter le dossier lorsque vous aurez décidé de fabriquer un agencement, de vous aider à le réaliser vis-à-vis de l'ADEME et de la région pour aller chercher les financements qui vous aideront à le financer. Voilà, est-ce que je suis dans les temps? Il est 10h32, je ne sais pas. Jocelyne, Philippe, est-ce que je suis dans votre programme? Parfait, c'est parfait, c'est parfait. Tu as été simple, efficace et concis. Est-ce que les enseignes ont des questions?
Sephora, j'ai une question. Est-ce que le projet doit avoir lieu sur la région de la Franche-Comté spécifiquement ou pas du tout? Alors, il doit démarrer. Après, enfin, ce qui se passe, c'est que nous, aujourd'hui, on a quand même… on a une très belle avance. En fait, l'ADEME BFC et la région nous attendent là-dessus. Les autres régions ont pas pris contact avec elles. Donc, c'est ce qui aurait de plus rapide, de plus efficace et aussi de plus sûr en termes de financement, justement parce qu'on est avancé. Après, la logique, c'est quoi? C'est qu'effectivement, quand une région finance quelque chose, elle le fait d'abord et avant tout pour que l'expérimentation se fasse chez elle et non pas pour servir les autres régions. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, ils sont pas jaloux à ce point des deniers publics qu'ils mettent à disposition. Ça n'empêche pas, une fois qu'une phase d'expérimentation aura eu lieu chez eux, de déployer à l'échelle nationale, bien au contraire. D'accord, merci. D'autres questions? Non, tout a été clair? Bon, c'est bien, on va être en avance. On va faire suivre bien évidemment ces différentes présentations. On va œuvrer avec EVA tel qu'on vous l'a dit tout à l'heure. Serge, on doit se donner une date pour répondre, pour boucler, pour… En fait, ce qui serait pas mal, parce que derrière, on a un délai administratif, évidemment, avec l'ADEME. Bon, le dossier est déjà bien avancé chez eux. C'est-à-dire que conceptuellement, on a déjà un accord de principe. Après, il faut effectivement qu'on puisse réunir le budget minimum auprès de vous. On peut dire que si on réussit à aller vers l'ADEME en disant, voilà, il y a un engagement du collectif à fin novembre, on doit pouvoir démarrer en début d'année, oui, très concrètement. Ok, on est dans les mêmes… Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, il faudrait qu'on puisse en rediscuter entre maintenant et la mi-novembre pour essayer de prendre des engagements à la fin du mois de novembre. Et du coup, après, il y a le délai administratif avec l'ADEME qui peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc voilà, si on fait comme ça, on peut démarrer cette opération, on va dire, en février-mars 2023. Ok, bon, on est dans les mêmes délais que le dossier précédent avec EVA, donc c'est parfait. On va essayer de boucler tout ça dans le même temps. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On vous transmet donc la prochaine date de l'atelier, comme on l'a dit tout à l'heure avec Philippe. Colline, tu peux rappeler peut-être les 2 prochains Green Day qui viennent? Oui. Alors, on a un Green Day en visio le 25 octobre. Donc là, c'est plutôt pour revenir sur comment engager la démarche RSE en utilisant les outils du collectif, notamment le label, les animations. Tu confirmes, Jocelyne? Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Et le 27 octobre, ce sera sur la sobriété énergétique. Donc là, c'est en physique, à Paris, rue du Louvre. Et donc là, en fait, on va faire intervenir donc, des experts. On aura un chercheur pour l'introduction. On aura Oxygène pour voir un plan de sobriété. On va avoir aussi une enseigne qui va nous faire un retour d'expérience, donc ce sera ERAM. Et la mairie de Paris qui sera présente également pour parler des dernières réglementations qui sont tombées. Voilà. Merci beaucoup, Colline. Et puis, j'en profite pour vous rappeler les dates du forum commerce responsable qui se déroulera les 12 et 13 décembre chez BPI France, boulevard Haussmann à Paris, où vous avez déjà reçu des save the date et vous allez recevoir d'ici une dizaine de jours le programme détaillé de ces 2 journées, avec une première journée dédiée aux commerçants et toute la partie engagement relative effectivement aux commerçants, et puis une deuxième journée plus dédiée aux enseignes et à des réflexions et des actions à mettre en œuvre dans les mois et les années qui viennent. Voilà, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.
Merci Jocelyne. Merci à vous. Beaucoup, à bientôt. Au revoir. Ah.